Rebonjour tout le monde. J'espère que le son de ma voix va attirer les gens qui sont encore à la pause pour nous rejoindre pour cette seconde table ronde dont le titre est « Énergie, transition et mutualisation, facteurs clés de la résilience ». Et pour cette table ronde, nous avons la chance d'avoir des entreprises 100% mérinoises, à peu près. Je crois que vous avez des opérations ailleurs dans le monde, mais c'est assez secondaire, on est d'accord. C'est pour nous parler effectivement d'un projet qui n'est pas très très loin d'ici, qui est le campus Hive, qui a été construit par la société YAG, dont Bruno Delprat, qui est à côté de moi, est le représentant. Et dans ce campus, nous avons plusieurs entreprises, dont deux présentes ici, donc Hewlett Packard Enterprise, HPE, pour simplifier le discours, représenté par Xavier Taimit, qui a un titre de senior technologist, c'est ça? Tout à fait. C'est assez impressionnant, j'espère que ça ira. Mais comme vous avez eu la gentillesse tous de faire tomber la cravate, j'ai la mienne, donc je me sens complètement rassuré. Et nous avons Fabrice Pralon, qui est directeur des opérations de la société LEM, qui a rejoint le territoire mérinois il n'y a pas si longtemps que ça, et dont on est très fiers. Et pour me soutenir, nous avons aussi Dario Poroli, qui est le délégué à l'énergie de la commune de Mérin. Voilà. Écoutez, on va lancer le sujet par une petite vidéo qui va partir tout de suite. Les énergies sont au cœur des enjeux du XXIe siècle. Il faut les rendre plus propres, plus efficaces, plus durables. Mais l'urgence climatique, la guerre en Ukraine, redistribue les cartes. En Europe, le prix du gaz et de l'électricité explose, mettant en péril la sécurité d'approvisionnement et le pouvoir d'achat des consommateurs. À long terme, l'Agence internationale de l'énergie prévoit un accès plus coûteux aux énergies et les investissements doivent être significatifs pour relever tous ces défis. À son échelle, l'exemple de Mérin ouvre la voie à de nouvelles approches. La chaleur excédentaire de la zone industrielle est transportée vers l'écoquartier des Vergers où elle est utilisée. Les entreprises connectées au réseau des SIG utilisent de l'eau comme vecteur pour consommer et rejeter de l'énergie afin de maintenir l'équilibre de la boucle énergétique. Les entreprises mérinoises ne sont pas en reste avec l'exemple du campus The Hive réalisé par YAG où une boucle de chaleur relie le data center de HP et les installations de LEM pour alimenter l'ensemble des bâtiments du site, divisant leur consommation énergétique par 3 et réduisant les émissions de CO2. Ces exemples peuvent-ils en inspirer suffisamment d'autres pour changer nos modèles énergétiques et basculer vers une consommation plus sobre, plus efficiente et des ressources renouvelables? La transition et la mutualisation des énergies sont-elles les facteurs clés de la résilience? Voilà, je crois que le sujet est posé. Dans les images, on a vu d'ailleurs des images de The Hive. On a vu que vous êtes très bien installés. Et peut-être que vous pouvez nous expliquer, Bruno, d'où vient le concept en fait. À partir de quel moment un promoteur se dit tiens, je vais mutualiser les énergies entre différents bâtiments qui sont peut-être même pas encore commercialisés. Je crois que... Alors le besoin vient avant tout d'un besoin d'un client. HPE qui avait besoin d'installer un data center sur le site et avec des contraintes ou des obligations avec l'OCEN, comment arriver à optimiser les rejets énergétiques. Voilà. Et ce besoin est écouté, compris. Et en parallèle aussi, il faut avoir un bureau d'ingénieurs, en l'occurrence GDR Énergie, qui écoute aussi bien le futur locataire, le propriétaire, et qui imagine, je dirais, à 3 entités cette problématique pour avoir une vision un peu plus globale dans le futur. Néanmoins, cette vision évolue au fil du temps et au fil des locataires qui arrivent. Ce n'est pas une solution stable à 10 ans, c'est une solution qui doit être réétudiée à chaque arrivée de locataire. Néanmoins, on est sur un prototype qui permet de réfléchir et c'est très intéressant. Donc ça va déjà nous poser la question de la cohabitation. Mais avant d'aller sur cette question-là, j'aimerais interpeller Xavier Taimit sur la stratégie de HPE. Au final, qu'est-ce qui fait qu'un grand groupe mondial, puisqu'évidemment vous avez fait l'erreur de ne pas être qu'à Mérin, mais qu'est-ce qui fait qu'au final vous décidiez de vous investir sur une stratégie
aussi efficace énergétiquement et que vous décidiez de prendre un partenariat, enfin au moins de collaborer comme ça sur un projet dès le départ. Alors, merci de me donner la parole sur ce beau projet. Tout d'abord, le besoin d'HPE par rapport à ce site, c'est un projet européen, même je dirais IMIA, qui était de consolider nos activités avant-vente sur une géo fonctionnelle pour tous nos clients. Donc facile d'accès, donc l'aéroport que l'on connaît de Genève. Donc cette volonté d'avoir un endroit où on puisse mutualiser, et on est déjà dans la mutualisation, alors pour le coup interne, de nos activités. Donc juste expliquer, pour que c'est du sens, ce qu'on fait dans ce data center et quel était l'objet de cette création. L'objet étant d'avoir tous les outils pour aider notre force de vente à vendre nos solutions, et les solutions HPE, pour ne pas les confondre avec celles de HP, souvent j'ai entendu HP dans la présentation. HPE est une société qui vend des solutions informatiques, de cloud, du matériel informatique comme du serveur, du stockage, du réseau. Donc ce qu'on a fait sur ce site, c'est consolider ces activités pour pouvoir limiter le nombre de data centers qu'on ait sur ce type de besoin. Donc on fait de la démonstration pour nos clients qui est utilisée par nos revendeurs et notre force de vente. On fait aussi du benchmark, donc du test de performance pour nos clients. On fait du test de faisabilité, tester que l'environnement que veut acheter le client va fonctionner dans son contexte particulier. Donc pour cela, on a voulu créer un data center qui soit aligné avec la stratégie HPE au niveau de la durabilité. On voulait avoir quelque chose qui soit avec des émissions minimum, le plus efficace. Donc on s'est attelé à faire une salle, et tu me coupes si je suis trop long, à faire une salle qui soit la plus efficace possible, c'est-à-dire, commençons par le début, essayons d'avoir le minimum de rejet et avoir un rapport utilisation informatique, salle informatique, avec un coefficient, on parle de PUE, le plus minime possible. Donc ça, c'est le premier point. Et après, on sait que l'informatique génère des calories, génère de la chaleur, génère de l'énergie. C'est réutiliser cette énergie plutôt que l'envoyer dans le ciel. Donc pour cela, on s'est appuyé sur les dernières technologies de récupération d'énergie. Voilà, donc je m'arrête peut-être là pour ne pas être trop long. Ben c'est parfait, donc ça me permet d'enchaîner avec vous, Fabrice. Qu'est-ce qui fait au final que l'EM, qui décide de déménager d'une autre commune genevoise, choisit, ou du moins prend en compte un site qui a un concept énergétique de ce type-là? Est-ce que c'est un critère de choix important? Alors, merci tout d'abord de me donner la parole. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'EM est une entreprise genevoise. On vient de fêter 50 ans et c'était en l'occurrence aussi l'occasion d'inaugurer ce nouveau bâtiment. L'EM fabrique des capteurs de courant et de tension qui permettent de faire de la mesure électrique dans des domaines d'application qui sont assez larges comme le solaire, l'éolien, l'automobile. Donc c'est 1700 personnes et notre headquarter est donc maintenant situé à Meyrin et les premiers capteurs étaient dans les tramways de Genève. Et puis aujourd'hui on fabrique plus de 70 millions de capteurs à travers le monde. Donc juste pour mettre un peu en perspective ce que fait l'EM. Donc on a passé 20 ans à Plan-les-Ouates dans un centre qui s'appelait le CTN. Il nous semblait adéquat pour la progression et l'image de l'entreprise de trouver un écrin qui soit plus en relation avec la croissance de l'entreprise et la représentativité. Donc on s'est mis à rechercher un partenaire qui puisse nous accompagner dans cette démarche-là. Et tout naturellement, on s'est approché de YAG qui nous proposait une solution tailor-made, on va dire, par rapport à notre besoin. Notre feuille de route, notre cahier des charges était particulièrement exigeant en termes de performance énergétique. Pourquoi ? Parce que l'EM s'inscrit dans cette volonté d'être neutre en carbone à l'horizon de 2040. Donc la construction de notre siège devait également répondre à un cahier des charges qui était particulièrement exigeant.
sur lequel YAG a pu également nous accompagner pour répondre à cette exigence-là. Cette exigence, elle s'accompagne de la boucle d'énergie qui est un des éléments du projet, mais le bâtiment est classifié HPE, haute performance énergétique. Donc on a de l'attique avec des panneaux solaires à des boucles d'énergie et des vitrages haute performance qui nous permettent d'attirer à la fois des talents, parce que c'est aussi un des challenges pour nous, c'est de faire venir les personnes et de les retenir sur le canton de Genève. Donc ça, c'était aussi un des challenges et une des volontés du comité de direction. Donc je pense qu'on a pleinement réussi ce beau challenge. On a emménagé en avril 2022, donc on vient de fêter nous 1 an également sur le site. Et la boucle d'énergie, elle répondait également à cette attente, parce qu'on est un gros consommateur d'énergie. Et c'était réellement d'avoir un modèle qui soit le plus efficient possible pour nous accompagner. Alors, concrètement, comment ça fonctionne ? Alors, bon, je ne vais pas vous mentir, on a préparé cette table ronde et en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'il y a une très très bonne synergie sur ce site de The Hive que vous connaissez. Hein. Je suis absolument sûr que vous êtes durs en affaires les uns avec les autres, mais que vous le faites avec le sourire. Et vraiment, c'était très agréable de préparer cette table ronde. Mais j'aimerais bien vous entendre, à nouveau certes, sur cette collaboration. Comment est-ce que vous arrivez au final à mutualiser vos besoins énergétiques qui sont tous différents ? Qui est-ce qui se lance ? Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que pour comprendre pourquoi il y a ce besoin de synchronisation, c'est que c'est assez complexe. Tout data center, en fait, correspond à un besoin et un prototype. Il n'y a pas de standard où on achète une machine qui correspond à la spécification. Donc déjà, il y a une complexité d'opérer l'environnement. Et après, il y a la complexité humaine, c'est être sûr qu'on a les bons accords, que ce qui a été défini est délivré. Et il y a un besoin de synchronisation. Et il est d'autant plus vrai qu'il y a une saisonnalité dans ce type d'environnement. C'est-à-dire que la production de chaleur, elle est intéressante en hiver. En été, un petit peu moins. On a moins de bâtiments à chauffer. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont importants de prendre en compte. Et c'est là qu'on réalise que oui, c'est pas très simple. Mais bon, je pense qu'on a bien réussi et on va continuer. Je ne sais pas qui veut compléter. C'est vrai que c'est un sujet pas simple, parfois innovant, parce qu'on est à dire quels sont les rejets venant du data center pour pouvoir mettre à disposition de l'ensemble du site pour faire fonctionner les pompes à chaleur de chaque bâtiment. Et c'est à chaque fois un nouveau sujet selon la saison. C'est à chaque fois un nouveau sujet avec l'arrivée d'un nouveau bâtiment. Néanmoins, YAG a la vision d'essayer de voir chaque besoin de chaque locataire, client, essayer d'harmoniser l'ensemble de façon que ça soit transparent pour nos locataires. C'est une boucle d'énergie qui amène une gestion de cette énergie qui est valorisée et optimisée pour chaque locataire. On est dans la réflexion de chaque bâtiment. Quels sont les rejets qu'on peut récupérer pour enrichir cette boucle ? Donc, on va aller dans chaque client. Qu'est-ce qui peut être fait ? Donc c'est vrai que dans le concept déjà du bâtiment, on a cette démarche. Il y a eu la démarche avec le data center de Hive 1, la démarche pareil pour Luigia, le restaurant qui est présent sur le site, et aussi avec Hive 8, l'EM. Mais on est à chaque fois à une phase d'étude, et ce n'est pas un sujet stable, c'est un sujet où on est obligé de travailler à chaque saison, en amont de chaque saison, de façon à essayer d'équilibrer et d'essayer de devancer les besoins, et d'optimiser aussi les consommations. Ce qui permet aussi d'avoir une vision d'optimisation de consommation dans chaque bâtiment, et ça rentre dans l'ADN aussi du site et des locataires. Ça va de l'efficience énergétique électricité, le sujet qu'on a eu cet hiver. Donc moins d'électricité, moins de récupération de chaleur, mais c'est une action, je dirais, perpétuelle, et c'est un exercice qui rentre dans le fonctionnement. On s'est vus tous les trois juste avant. En 2 minutes, on était partis sur différents types de mutualisation. Et ça se passe, je dirais, conjointement, plutôt avec le sourire. C'est des partenaires. Il n'y a pas un producteur, il n'y a pas un consommateur. On est tous un peu producteurs et consommateurs. Certes, il y a peut-être un plus grand producteur qu'est le data,
et cette jeunesse va arriver aussi dans les futurs bâtiments. Avant de rebondir, parce que vous avez parlé de plein de choses intéressantes, je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, vous avez à l'écran le QR code qui vous permet de poser des questions sur Slido. Vous connaissez, vous n'hésitez pas. Moi, il y a deux questions. La première, c'est, vous l'avez évoqué, mais c'est comment est-ce que vous avez vécu la crise énergétique de cet hiver et comment vous allez anticiper la crise énergétique de l'hiver 2023, que l'on ne souhaite pas, mais soyons clairvoyants, ça va venir. Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses ? Alors, je vais commencer parce que ça a été un gros sujet pour la compagnie LEM. Le projet initial n'avait pas été planifié pour sécuriser avec un risque de coupure d'électricité. Ce n'était pas un élément qui nous avait semblé comme à haut risque, donc on n'avait pas nécessairement pris en considération ce risque-là. On avait pourvu notre tableau électrique d'éléments qui nous permettraient de faire une sécurisation par le futur, mais on n'avait pas mis en œuvre. On est tous au courant, je pense, des différents risques qui ont été identifiés au niveau de l'État et au niveau du canton. Donc on a été en contact rapproché avec les SIG qui nous ont fait part du plan Orcal, étant donné qu'on est un très gros consommateur également d'électricité. Et dans cette démarche-là, on a travaillé la collaboration sur le court et le moyen terme. Donc le court terme, on a mis en place un groupe électrogène sur le site qui nous a permis de mitiger le risque qui était associé à l'hiver qu'on vient de passer. Et sur le long terme, on a utilisé justement cette mutualisation, cette synergie, ce réseau qu'on a créé au travers de YAG pour ouvrir des discussions avec la société HPE. Notre but est d'utiliser les éléments qui sont à disposition sur le site pour qu'on puisse mutualiser éventuellement ce risque et de justement éviter d'amener un élément complémentaire, un groupe électrogène qui est quand même pas quelque chose qui est forcément très valorisant pour le site et pour l'environnement. Donc on travaille aujourd'hui main dans la main avec nos voisins donc, pour pouvoir travailler sur une solution de mutualisation. Et pour ce qui concerne aussi les panneaux solaires, c'est un développement qu'on essaye de pousser, donc utiliser au maximum les surfaces à disposition pour maximiser l'utilisation aussi de cette énergie. Voilà un petit peu les pistes qu'on a aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que la mutualisation entre voisins, ça fonctionne ? Complètement. Dans cette mutualisation qu'on discute sur le générateur, donc les groupes de secours utiles en cas d'interruption des services industriels genevois, entre autres, il y a un point environnemental évident. Un générateur doit tourner tous les mois, donc des émissions de CO2, donc limiter ses impacts et aussi mutualiser des coûts de production, d'entretien, de maintenance. Donc ça paraît du bon sens et j'espère que ce genre d'initiative pourra s'étendre au-delà d'un campus géré par YAG de manière plus générale dans le futur entre les entreprises. Et là, on parle de production électrique, production de chaud, et on peut faire la même chose sur le froid et dans plein d'autres services. C'est des choses auxquelles on travaille, en tout cas chez HPE, dans un plan global de diminution des niveaux de CO2. Je t'entendais parler de 2040. On a le même objectif, être net zéro en 2040, avec tout un plan pour y arriver. Et ces efforts de mutualisation sont pris en compte et sont dans les plans qu'on a en place. En fait, la question de la mutualisation et de la gestion au quotidien me renvoie vers vous, Bruno. Au final, dans la vision de YAG, est-ce que c'est vraiment novateur ? Est-ce que c'est dans votre ADN ? Parce qu'au final, votre travail est un rôle d'animateur du campus et de gestionnaire de ces flux. Tout à fait. L'objectif, c'est de créer un écosystème énergétique. Le site est ISO 26000, donc c'est vraiment l'environnement sociétal. Et d'être ISO 26000 excellence, mais on y est arrivé parce que le data center de HPE aussi dans son label Silver, et que tout est pensé, des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment de l'EM, tout est pensé. Et moi, je dis souvent, mes collègues construisent un bâtiment,
chez YAG, je suis à la partie exploitation et je joue avec pendant 30 ou 40 ans. Et c'est dialoguer avec l'ensemble de nos locataires. Il y avait un besoin chez l'EM de génératrices. Et au mois de décembre, j'étais voir Xavier en me disant « Vous utilisez plein pot votre génératrice ?» Non, il y aurait peut-être un besoin chez l'EM. Après, j'étais voir l'EM. Il se peut que... Après, nous, on met en relation... le travail de YAG, c'est de construire et de développer des sites industriels et de les muter vers une autre vie. Ce n'est pas vendre de l'énergie, mais de savoir qu'on va optimiser le fonctionnement d'une génératrice, qu'on va avoir moins d'impact sur l'environnement, moins d'impact sur les ressources premières. On est vraiment sur faire vivre et animer la boucle d'énergie et animer le site. Je rebondis sur deux des questions que je n'oublie pas, hein, qui sont posées par le public. La première, c'est à qui appartient le générateur ? La génératrice appartient à HPE, installée sur le site Hive 1, mais elle est en pleine propriété d'HPE. Donc c'est une volonté d'HPE d'aller vers ces mutualisations fort et claires. Et la deuxième question, elle n'est pas du tout anodine, et là peut-être que Bruno peut encore répondre, c'est y a-t-il des offres pour les startups qui souhaitent venir sur le campus ? Tout à fait. Il nous reste encore sur le campus en surface développée 1500 m² à ce jour. In fine, sur le campus, il y aura 9 bâtiments. À ce jour, il y en a 4. Donc, on a un projet sur les 10-20 ans à venir sur ce campus. Et ma collègue Marie-Ange Bravo est un stand juste à côté sur ce sujet. Et les surfaces sont disponibles encore sur le site, notamment dans le bâtiment Hive 1. Alors, je voulais peut-être répondre à celle-là, mais tu me Alors, dis, hein, je veux pas. Oui, je la gardais un peu parce que jusqu'à maintenant, j'ai épargné mon collègue Dario. Mais évidemment, la question, elle est très pertinente et on va y répondre. Mais si tu veux réagir, je t'en prie. Hein. Alors, je vais faire un petit peu de pub pour Hewlett Packard Enterprise. On fait aussi du design de data center. Et typiquement, ce type d'infrastructure qu'on a mis en place, je disais que c'était un prototype. Effectivement, par rapport à un besoin, on crée une infrastructure et c'est de la tuyauterie, des échangeurs, enfin plein de technologies. Mais c'est quelque chose qui tend à se généraliser, à récupérer les rejets thermiques. Quand on a démarré ce projet, ce n'était pas la norme. Maintenant, c'est la norme. Hein, et même d'aller beaucoup plus loin que ça. Et il commence à y avoir des standards, des règles, et ça se fait de plus en plus facilement. On a même dans notre catalogue des offres en building block, hein, c'est-à-dire en mode Lego, où on met le générateur, on met les groupes froids et les récupérateurs d'énergie avec la possibilité de connecter ça de manière la plus efficace possible. Voilà rapidement pour répondre à cette question-là. Donc la question qui est, face à la complexité de ce projet, est-ce qu'une telle initiative est facilement reproductible ailleurs ? Et donc, Dario, délégué à énergie de la ville de Meyrin. Techniquement, c'est extrêmement facile. On le voit aujourd'hui, les technologies existent. Ce qui est le défi là derrière, c'est, en vous voyant, c'est le mot clé qui me vient, c'est confiance. C'est qu'en fait, il faut se faire confiance avec les entreprises pour que le prix soit accepté, pour que ces échanges soient correctement, que chacun y trouve son compte. Et finalement, c'est cela qu'il faut construire. La commune, bien entendu, peut aussi accompagner des initiatives de ce type-là. Le canton aussi va faciliter ce type de réseau. On est aussi en cours de développement de nouveaux réseaux de ce type-là dans cette zone industrielle. On a la chance de posséder sur place différentes ressources. Il y a la nappe phréatique qui peut aider à rafraîchir notamment certains éléments. Il y a des réseaux existants qui viennent depuis les Puits de Penay et qui vont jusqu'à l'écoquartier des Vergers. On l'a vu dans la petite vidéo de présentation. Donc vraiment, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne peut que se développer. Et voilà, on peut vous accompagner si besoin. Et on a un exemple magnifique de réussite de projet à ce niveau-là. Rappelons peut-être aussi qu'à Meyrin, nous avons un fonds énergie qui est doté avec un catalogue de subventions que vous pouvez aussi trouver sur notre site internet. Comme ça, tout le monde fait un petit peu sa publicité. Et la question qui suit est une question que j'allais vous poser de toute manière, puisque c'est la question de savoir s'il y a d'autres services que vous mutualisez
ou que vous avez l'intention de mutualiser? Moi, je voudrais juste rajouter par rapport à la complexité du projet. Donc, on s'est fait accompagner dans ce projet aussi pour la structuration de notre réseau attaché à la boucle, de compagnies qui étaient très compétentes dans le bassin de Genève, qui nous ont permis de construire ce modèle-là. Donc, ça, je pense, c'est également important. Et on contribue également à cette boucle énergétique parce que l'EM, on a également beaucoup de compresseurs qui sont aussi des sources de dégagement d'énergie importants, et on récupère l'énergie dégagée pour les réintégrer dans la boucle. Donc c'est dans les deux sens. Donc ça, je pense que c'était important. Ensuite, les autres services qu'on est en train de mutualiser, c'est les deux sujets dont on parlait. Il y a un premier service qui est en lien donc avec la mobilité. Donc aujourd'hui, la mobilité, c'est un sujet qui nous tient tout particulièrement à cœur, et au vu des discussions qu'on a avec nos collègues, c'est que c'est un problème commun. Donc dans cette neutralité, dans cette volonté, il faut qu'on arrive à faire commuter les personnes et nos employés, nos collaborateurs vers d'autres moyens de transport que leur voiture individuelle. Et justement, on travaille aussi avec YAG pour pouvoir développer des moyens de locomotion entre le site en lui-même et les gares. Ça, c'est des éléments qu'on est en train de discuter. Les fréquentiels de bus sont des éléments qui nous intéressent. Donc, on essaye de discuter ensemble pour pouvoir trouver des solutions qui répondraient, en l'occurrence, au campus, mais qui pourraient aller dans une démarche globale. Ça, c'est un élément. Et puis, on parlait à un autre élément qui était la restauration, où on est en train de réfléchir à comment on peut trouver un service de restauration commun pour le campus. Voilà un petit peu les pistes qui sont... Donc en fait, dès qu'on commence à se faire confiance et à discuter ensemble, au final, vous allez faire qu'un seul vrai campus, et YAG aura réussi son objectif avec son campus de Hive. Donc ça va vraiment à 360. Alors, Monsieur le maire a posé une question sur le chat, qui est, selon vous, quel est le rôle pour le politique dans une win-win situation comme la vôtre? Comment est-ce que nous, au final, autorité ou administration publique, et le politique qui nous donne les grandes lignes, peut vous aider à atteindre vos objectifs? Est-ce que ça a du sens pour vous? Ouais, je pense, pour poursuivre la discussion qu'on avait, on a dans ces situations de restauration, aujourd'hui, la sécurisation des accès aux bâtiments, c'est un élément clé qui est en lien avec le politique. On parle d'un passage piéton qu'on demande depuis quelques années, donc ça semble anecdotique. Pour autant, ça peut être un vrai frein à ce que le partenariat avec d'autres partenaires de la zone et au-delà du campus puisse fonctionner. C'était à titre d'exemple un des éléments qu'on est en train de discuter par rapport à ça. C'est vrai qu'on échange régulièrement avec la commune de Meyrin sur différents sujets. La mobilité est un des sujets, parce que c'est assez simple pour un privé de gérer, entre guillemets, chez soi. Et après, mais dès qu'on sort, on a besoin de support. On a même réfléchi, est-ce qu'on met une navette intra-Zimesa privée pour faciliter le flux entre la gare Zimesa et les différentes entreprises. Et on se rend compte que le bus à haut niveau de fréquence, on l'attend. Les travaux au niveau de la voie verte, on les attend. Et pour YAG, qui attire qui a une vision écosystème, qui fait venir des clients, on dit voilà, il y a ça comme projet. Et il n'y a rien de pire de dire c'était prévu en 2024, je ne suis pas sûr que ça arrive en 2024 maintenant. Donc, lorsqu'on est privé, on s'engage, et YAG assume. Pour faire venir l'EM, on avait garanti que le bâtiment serait livré à telle date. Il y a eu un léger décalage accepté par l'EM dû au Covid, mais on s'engage. Et là, parfois, alors c'est des petits points de détail, un passage piéton. C'est vrai qu'on espérait qu'il y ait une station d'Enquête République à la gare Zimesa pour venir, parce qu'on a fait la démarche d'avoir 2 stations sur le site. Voilà. Parfois on a besoin de support, parce qu'on est petit sur Genève, mais parfois on a besoin de se faire entendre. Pas que YAG, mais pour toute la zone Zimesa. J'ai noté.
Plus sérieusement, effectivement, ça fait partie Bon, nous, on se connaît, on se fréquente justement sur ces questions-là. Peut-être rappeler qu'effectivement, d'ici la fin de l'année, Meyrin a pour ambition d'organiser les états des lieux de la mobilité, d'ailleurs, qui pourrait très bien se faire sur le campus The Hive. Et en tout cas, c'est ce qui est en train d'être planifié. Et l'objectif, effectivement, c'est de prendre en compte l'ensemble des besoins des utilisateurs, quels qu'ils soient, et de comprendre ce que nous, au sens large, les autorités, avons prévu, que ce soit au niveau cantonal, parfois fédéral, sur ces questions-là. Et le sujet est très vaste, et je crois que je connais l'histoire de ce passage pour piétons, donc nous ne lâchons rien, nous y sommes. Mais si je résume, effectivement, on peut dire... que ce que vous attendez au final du politique, c'est des engagements fermes, des temporalités. Bienvenue à Genève. Parfait. C'est ça. Sur ce bon mot, je vais essayer d'enchaîner. J'avais quand même une question par rapport au temps que ça vous prenait, parce que nous avons bien compris que le rôle de Bruno, au final, c'est d'animer opérationnellement le campus, mais dans vos fonctions respectives, Xavier Fabrice, vous-même, vous êtes bien affairé ailleurs que de gérer juste la question de l'optimisation énergétique du bâtiment. Combien de temps vous estimez que ça vous prend, cette dimension-là ? Très peu, en fait. C'est juste quelques réunions au moment clé où il y a des basculements par rapport aux périodes, des choses comme ça. Mais je dirais, ça se compte en heures, hein. C'est vraiment... Ouais, je pense que nous, on est nouveau arrivants, donc le bâtiment, il est tout neuf et il est confronté à quelques petits ajustements techniques associés, donc ça nous prend probablement plus de temps à régler ces ajustements techniques, mais globalement, on passe peu de temps sur ces thématiques-là. Alors le constat, c'est que grosso modo, si on se connaît, qu'on se fait confiance, c'est possible, on peut aller beaucoup plus loin sur plein de choses, et au final, ça ne prend pas tant de temps à partir du moment où on a malgré tout une ressource dédiée qui en plus est là pour vous accueillir en facility management. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus ? Et je rebondis sur la dernière question que je vais poser à Dario, qui est l'accessibilité de ce type de solution. Est-ce que c'est réservé aux grandes entreprises ? Comment est-ce qu'une entreprise, c'est ce que je comprends de cette question, une TPE pourrait trouver une solution de ce type et puis s'investir pour avoir une boucle énergétique avec un meilleur rendement ? Il me semble qu'il y a des projets qui sont en cours, il y a des initiatives aussi avec l'OCEN qui est très demandeuse. Est-ce que tu peux nous partager quelques éléments ? En se mettant ensemble, en se mettant avec d'autres entreprises. L'union fait la force, on connaît, donc c'est vrai que si on est tout seul à essayer de demander un petit réseau thermique pour une seule entité, ça va être compliqué, alors que si plusieurs différentes organisations arrivent à collaborer et à parler afin de développer ces réseaux, ça a plus de sens d'amener du coup des infrastructures pour pouvoir apporter du chaud, du froid. Et ça a été dit aussi au niveau électrique, il y a eu des modifications d'un point de vue légal assez importantes ces 10 dernières années. Aujourd'hui, les regroupements de différents usagers au niveau électrique est possible pour pouvoir consommer ensemble de l'électricité et typiquement rentabiliser la pose d'une installation photovoltaïque qui serait utilisée par tous les membres de cette communauté. Donc en fait, le mot-clé, c'est effectivement se mettre ensemble pour pouvoir réussir à développer des projets de plus grande envergure. Donc ça fait comme ça des grappes de projets. Ensuite, on a des réseaux qu'on appelle structurants qui sont donc mis en place par les services industriels de Genève et qui, à terme, devraient aussi connecter ces réseaux entre eux pour essayer justement d'optimiser au maximum la valorisation des rejets de chaleur. À titre d'exemple, aujourd'hui, le quartier des Vergers, les rejets dans la zone industrielle qui passent par ce réseau et qui va jusqu'au l'écoquartier des Vergers, c'est presque 40 à 50% des rejets de chaleur qui peuvent être valorisés grâce à cela. Donc on voit que des solutions techniques existent et on peut faire des choses sympas. Peut-être rapidement expliquer le concept énergétique de l'écoquartier des Vergers pour qu'on ait tous le même niveau d'information. Alors pour faire simple, donc c'est des puits l'eau est puisée dans ce qu'on appelle les puits de Penay.
donc à environ 3-4 km de la zone industrielle de Zimeza. Et on a profité d'une ancienne infrastructure qui alimentait le CERN, donc une partie des tuyaux était déjà existants et alimentait auparavant le CERN. Et le CERN n'ayant plus besoin de ces infrastructures, on a pu reprendre ce réseau pour alimenter une partie des clients de la zone industrielle, notamment l'hôpital Latour, bon, je peux les citer, qui donc ont besoin de froid tout au long de l'année, et donc vont puiser du froid de ces réseaux d'eau. Donc ça va réchauffer un peu ces réseaux d'eau, et on va alimenter une pompe à chaleur centralisée dans l'écoquartier des Vergers qui va venir puiser la chaleur de cette eau qui arrive de la zone industrielle, qui a été un peu réchauffée, afin de produire la chaleur et l'eau chaude sanitaire de tout le quartier. Et donc, en faisant cette transformation, on va rafraîchir cette eau qui sera rejetée dans le lac des Vernes, qui ensuite revient dans le Nant d'Avril, qui est la petite rivière qui va se écouler jusqu'au Rhône. Donc la boucle est bouclée et on a un système qui est vertueux. L'eau qui vient des puits de Penay, elle est à 12,5 degrés et stable toute l'année. Donc voilà, c'est une ressource qui est extrêmement intéressante au niveau de nos besoins. Et il y a une législation assez importante aussi à respecter pour être en adéquation avec l'environnement aussi, évidemment. Donc voilà, on a un projet qui répond à beaucoup de facettes. Une question du public, sait-on la quantité de CO2 économisée? Donc je pense que on a parlé dans la vidéo, on parlait d'une proportion d'un tiers. Donc la question, elle est aussi vraie pour l'écoquartier. Est-ce qu'on est capable de dire au niveau d'un quartier de ville quelle est l'économie en CO2, si c'est une valeur valable d'ailleurs, et ensuite pour le site, donc Dario, comme tu as la main, tu peux peut-être essayer de répondre à cette question. Alors, cet écoquartier du Verger a fait l'objet d'un retour d'expérience énergétique fait par l'Université de Genève. Je vous invite tous à lire le rapport qui est public, qui vient d'être publié en automne, qui fait 154 pages. C'est pas trop, mais le rapport de synthèse est assez explicite et justement quantifie la quantité de CO2 de ce type d'infrastructure par rapport à une solution classique. Et je ne voudrais pas dire de bêtises sur les centaines de tonnes ou milliers de tonnes de CO2 par année au niveau de l'écoquartier. Mais en gros, le facteur d'émission de CO2 de la chaleur générée sur l'écoquartier des Vergers est autour de 40 grammes de CO2, 30 à 40 grammes de CO2 par kilowattheure produit, alors que si c'était fait avec une chaudière à gaz, on serait autour de 250 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc on est 10 fois moins qu'une chaudière à gaz et probablement du coup 5 fois mieux qu'un réseau de chaleur à distance plus traditionnel. Donc, voilà. Eh ben, c'est impressionnant. Et sur le site Zaïv, j'avoue, on n'a pas fait l'exercice sur The Hive. Néanmoins, je m'alignerai, je pense, sur l'écoquartier des Vergers parce que Hive 2 est raccordé au puits de Penay. Donc je pense qu'on est sur les mêmes grandeurs pour Hive 2, le bâtiment Hive 2. Mais pour les bâtiments, on n'a pas fait l'exercice de quantifier ce gain. Mais il serait intéressant de savoir. Juste un petit point qui est assez intéressant quand même avec la zone ici, et je peux comparer par rapport à d'autres sites. J'opère aussi un data center qui est à Houston aux US. On a la chance d'avoir de l'énergie électrique décarbonée. Ici, ça c'est quand même quelque chose de particulier. Du coup, le CO2 est minimum dans cette infrastructure, dans cet environnement-là. Et ça, c'est quelque chose où on a vraiment une chance localement, et ça rentrait dans les critères qui font qu'HP a ce type d'infrastructure localement. Je pense que c'est important de le dire, parce que c'est une grosse difficulté de trouver de l'énergie décarbonée à travers le monde. Et il y a des zones où on est en train d'envisager de migrer l'activité sur les périodes où on n'est pas capable d'avoir de l'énergie décarbonée. C'est-à-dire quand le solaire, l'éolien ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas de barrage, d'infrastructures qui permettent de faire de l'énergie décarbonée. C'est des technologies qu'on est en train de mettre en place pour y arriver, et c'est
notre net zéro, il y avait une question, ça fait partie des choses qu'on considère dans notre plan pour arriver à ce résultat. Donc vous envisageriez de déplacer des infrastructures alors à ce moment-là sur des zones qui permettraient d'avoir de l'énergie décarbonée? C'est pas qu'on envisage, c'est qu'on prévoit et on a commencé à le faire. Notre objectif concernant l'énergie, donc l'utilisation d'énergie décarbonée, on veut être à 0 CO2 pour notre énergie en 2030. Donc 2040, 0 émission de CO2 pour nos énergies électriques, 0 en 2030. Donc on a déjà bien avancé et je crois qu'on est à plus de 45% aujourd'hui. On a exactement la même feuille de route. Ce n'est pas les mêmes entreprises, mais on aurait pu partager aussi cette feuille de route. On a déjà également les mêmes démarches parce qu'on a plusieurs sites à travers le monde. La Chine étant le site un peu plus complexe que les autres dans cette thématique-là. Mais voilà, le CO2 également, c'est difficile de le quantifier par rapport à ce système-là, de par la manière dont on calcule ce CO2. Ce que nous, on peut donner comme chiffre, et c'est un ensemble lié au bâtiment, à la boucle. On a divisé de plus que par 2 la consommation électrique entre notre ancien site à Plan-les-Ouates et aujourd'hui. Donc quand on parle que le coût de l'énergie est quand même passablement en augmentation, de considérablement réduire sa consommation est un facteur clé aussi dans le succès de ce site. On est passé très rapidement sur l'impact de la crise et la préparation de l'hiver qui arrive, mais peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus, puisque je rebondis vraiment sur ce que vous venez de dire. Le coût de l'énergie est stratégique dans vos activités. Comment est-ce que vous anticipez ça aujourd'hui? Est-ce que vous l'anticipez de manière commune sur le site? Ou est-ce que vous avez vos stratégies propres? Ou est-ce que vous avez les deux naturellement? Bon, en ce qui concerne l'EM, on fait, comme je voulais évoquer, de la mesure de l'électricité. Donc, c'est le cœur de notre ADN de l'entreprise, mesuré. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est un grand consommateur d'énergie. Nous, on a la conception du bâtiment, la construction de l'infrastructure intérieure. Elle a été planifiée pour justement réduire cette consommation électrique à son maximum, tout en gardant que notre cœur de métier fait qu'on doit aussi maintenir une activité qui est indispensable pour nous. Alors de notre côté, il y a plusieurs axes pour être plus vertueux. Par contre, évidemment, il y a la mutualisation de ces équipements, mais ce qu'il faut comprendre dans le monde de l'informatique aujourd'hui, un des gros challenges qu'on a, c'est que à travers le monde, quand on regarde les data centers et leur utilisation informatique, 30% de la capacité de calcul des ordinateurs est utilisée à travers le monde. C'est-à-dire que, en gros, 70% attendent dans des salles informatiques. Donc, un des axes sur lesquels on travaille, c'est améliorer l'utilisation de nos systèmes dans notre salle informatique pour les pousser au rendement, leur meilleur rendement. Ça, c'est un aspect. Et après, on l'a évoqué, c'est optimiser l'infrastructure pour qu'elle soit la plus efficace possible. Aujourd'hui, on a des régimes de température d'eau dans le data center, dans toute cette tuyauterie. On fait du free cooling. À quel moment on bascule au free cooling? Quels sont les seuils? Et en optimisant ça, on peut faire énormément d'optimisation et de gains en consommation électrique. Donc on travaille là-dessus et c'est pas si simple que ça. Il faut savoir qu'il y a une AI, une intelligence artificielle, qui essaie d'optimiser ça et c'est en train de se développer. Et je pense que ça sera le futur puisque on l'a compris, hein, le numérique consomme énormément d'énergie et va continuer à se déployer. Personne ne veut se passer de son ordinateur dans sa poche et de tous les services qui y sont associés. Donc c'est le futur, c'est d'optimiser l'utilisation de tous nos systèmes. Donc là, on est plutôt sur des aspects systémiques, mais si on revient juste au site, et là, c'est peut-être vous, Bruno, qui pouvez nous répondre, comment vous envisagez effectivement à très très court terme la gestion de ce risque énergétique? Alors la gestion est très complexe sur ce sujet, sachant qu'IAG n'est pas revendeur d'énergie.
Donc nous, on apporte du support vers nos clients pour savoir qu'est-ce qui peut être fait, ou les alerter sur la situation. Et on participe tous à différentes séances avec les SIG ou le canton sur ce sujet, mais pas forcément tous à toutes les séances. Donc il y a un partage d'informations. Et nous, on a fait auditer nos sites, parce qu'on parle du risque électrique, il y a aussi le risque gaz sur certains sites historiques de YAG, de façon à savoir qu'est-ce qui pourrait être conseillé ou fait dans les bâtiments, sachant qu'on n'est pas revendeur d'énergie. Donc on ne peut pas se soustraire, on n'a pas la capacité non plus d'amener un parc d'éolien ou un barrage sur The Hive. Donc on reste à notre niveau, mais on est là en support. Je crois que le projet de barrage sur le lac des Vernes a été annulé au final, hein, c'est ça? Au dernier moment, oui. Oh, c'est dommage. Il y avait une question dans le public de Monsieur Engelson, habitué des questions ici. C'est à vous. Ben oui, parce que je suis le plus bonnet, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et je le dis assez sincèrement, je vois des paradoxes partout, mais si vous comblez les lacunes de ma culture générale, le paradoxe va certainement disparaître. De tous les acteurs de l'industrie de l'énergie, le seul groupe d'acteurs qui ait intérêt soit au gaspillage, soit à l'émission de CO2, c'est l'industrie pétrolière. Mais même là, les Seven Sisters ne sont plus ce qu'elles étaient, et la plupart des acteurs, les grands de l'industrie pétrolière, sont des compagnies nationales qui souvent ont d'ailleurs intérêt à garder le pétrole pour d'autres usages. Donc, comment se fait-il, alors que depuis un siècle au moins, peut-être deux, économiser l'énergie, avoir le moins de gaspillage possible, et plus récemment, mais quand même depuis une ou deux générations, éviter la pollution et l'effet de serre, c'est la préoccupation et l'intérêt commun de tout le monde, des prestataires, des clients, de tout le monde. Cette industrie tient des salons chaque jour aux quatre coins de la planète, elle rencontre ses clients par milliers. Comment se fait-il qu'on ait encore besoin de séances d'évangélisation parrainées par de très méritantes municipalités pour discuter ce qui devrait être les normes standards de l'industrie? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, je sais que LEM est une entreprise phare de l'industrie genevoise. Je ne suis pas prêt de l'oublier parce que je suis allé une fois chez vous en visite le jour où il pleuvait le plus à Genève. Il n'y avait pas d'espace entre les gouttes et on m'avait donné un faux renseignement au TPG, donc j'ai dû venir à pied. Alors, je connais LEM, en tout cas, par son prestige, sa réputation. Et là, je vois un autre paradoxe. Il y a en Suisse, et il y a eu à Genève, de très grandes entreprises dans le secteur de l'électricité. Il y a eu Sécheron, il y a eu en Suisse l'Indicegir, qui est aussi dans la mesure, peut-être pas la même que la vôtre. Comment se fait-il que vous prospériez là où les autres ont capoté? Alors, il y a deux questions. Oui. La première, vous pourriez presque la garder pour la prochaine table ronde, qui est effectivement l'importance de la ressource pétrole et des acteurs pétroliers, qu'on connaît bien notamment au niveau du trading à Genève. On abordera la question dans la prochaine table ronde, je m'en réjouis déjà. Et la deuxième, donc, qu'est-ce qui fait au final le succès de LEM sur les questions de la mesure électrique et dans le secteur électrique, là où d'autres ont capoté? Donnez-nous vos secrets, c'est maintenant. Alors je ne sais pas si je suis le meilleur représentant pour vendre ces éléments-là, mais la force de LEM, je crois qu'on est positionné sur des secteurs qui sont ce qu'on appelle les méga-trends, et sur la partie digitalisation, la partie électrification et le parti solaire, énergie renouvelable, donc tous ces éléments de marché qui sont en plein boom actuellement. Et effectivement, le point de départ dans les années 70, c'est le domaine le domaine ferroviaire, qui a emboîté le pas juste derrière par le domaine industriel, tout ce qui est ce qu'on appelle drive, moteur, automatisme. Donc ça a été les deux fers de lance. Ensuite, on a développé le secteur automobile, et l'explosion des véhicules électriques nous a permis également une très forte croissance. Donc ça, c'était un choix stratégique important qui a amené une croissance importante.
Et le dernier produit qui a été développé et qui est encore fabriqué à Genève sous mes équipes, là, au travers de mes équipes, c'est les bornes de recharge de véhicules électriques. Donc aujourd'hui, on a des capteurs qui sont certifiés, qui sont un peu déposés en chargeur rapide dans toute l'Europe. Et ça, c'est également une croissance importante. Donc je pense que LEM a la capacité de répondre aux attentes qu'on a au niveau de nos objectifs de sustainabilité pour l'avenir. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la grande force de LEM par rapport à ça. En fait, on pourrait dire que qu'on consomme beaucoup ou peu, ça importe peu à LEM, mais LEM vous dira exactement combien vous consommez. C'est ça ? Effectivement, nous, on est pleinement ici pour amener des éléments pour pouvoir réduire les consommations d'électrique et des produits qui nous permettent de mesurer comment ensuite on va pouvoir délester, mieux piloter, mieux enregistrer l'information. C'est réellement l'ADN de LEM et qui nous permet aujourd'hui d'être confiants sur l'avenir. Donc, comme disait notre CFO il y a peu, si LEM échoue dans les années à venir, ce ne sera pas lié au marché parce que nos marchés sont en très forte croissance. Peut-être je rebondis juste sur ce que tu as dit avec vous mesurez tout ce qui se consomme, mais on mesure aussi ce qu'on ne va pas consommer grâce à cette mesure. Donc en fait, il faut des instruments de mesure pour savoir ce qu'on ne va pas consommer. Donc sans mesure, on ne peut pas dire combien on économise d'énergie. Donc c'est important aussi. Donc en fait, c'est une très bonne nouvelle pour LEM. Et pour la ville de Meyrin aussi, indirectement. Il y avait une question un petit peu plus technique qui parle de la nouvelle législation suisse de 2024, en posant la question de savoir si ça allait obliger à quantifier les actions concernant le CO2. Alors, je vous avoue que je ne sais pas de quoi on parle, et comme d'habitude, ceux qui doivent savoir savent, donc... Tout à fait, mais j'avoue ma limite de compétence, et c'est mon collègue à Zurich qui s'occupe de cela. Moi, je fais le reporting sur les éléments consommés en termes d'énergie par chaque bâtiment de cette boucle d'énergie et que lui transfère cela en données de façon à répondre aux exigences. YAG est une société, un groupe familial détenu par la famille Grisard, coté en bourse. Donc, on a des obligations justement à quantifier tous ces éléments. Mais je reste sur mon domaine de compétences où je suis plus à l'aise sur la responsabilité technique en Romandie et c'est sur le pilotage de la boucle. Et je remercie mon collègue Andreas de faire ce travail et de me faire le reporting après, sachant que LEM est arrivé en avril 2022, donc on a vraiment fait la première année, donc on est en phase vraiment on arrive à la première année de reporting. Donc c'est pour ça que je n'ai pas ces éléments à communiquer tout de suite. Mais ça va venir dès le mois de juillet. Alors on attendra le mois de juillet pour répondre à cette question. On arrive quasiment à la fin de l'heure qu'on s'était impartie. Y a-t-il encore des questions, que ce soit dans la salle ou sur Widoo ? Slidoo, pardon. Oui, monsieur ? Merci, bonjour, Jean-Pierre Wyss. J'ai dû louper quelque chose. Avec l'eau des puits de Penay, on peut refroidir l'hôpital de la Tour et chauffer l'écoquartier des Vergers, ou j'ai mal compris? C'est exactement ça qui se fait aujourd'hui. Il y a encore de la puissance disponible sur le réseau de froid des puits de Penay, mais je vous invite à vous... S'il y a des besoins, SIG pourra vous mentionner. Je crois qu'il y a 4 mégas encore disponibles en froid sur ce réseau. Et tous les rejets qui se feront sur ce réseau seront bénéfiques aux besoins de chaleur qui est fait notamment à travers l'écoquartier des Vergers. Donc voilà, c'est une boucle qu'on peut qualifier de vertueuse, ça c'est sûr. Allez-y. J'y vais, merci beaucoup, merci bien. Je ne sais pas si l'audience a loupé quelque chose ou plutôt les panélistes qui ont loupé quelque chose, mais on parle de transition, consommation et autres, mais qu'en est-il de l'efficience énergétique? Je n'ai rien entendu sur ça. Au moins, vous nous dites quelque chose pour terminer sur ça. L'efficience énergétique, la consommation de moins en moins, notamment dans les bâtiments. Donc, pour préciser, quand vous parlez d'efficience, c'est effectivement de la réduction de la consommation énergétique dans les bâtiments, hein, c'est ça?
Alors, cette efficience est dans l'ADN de YAG. Et nos bâtiments sont pour la plupart Minergie ou à très haute performance énergétique. Et il y a l'utilisation justement c'est un label ou un élément lors de la construction. Mais après, toute la vie du bâtiment, on échange justement pour optimiser cette consommation d'énergie, ce qui nous permet de faire deux choses: réduire le coût, améliorer la stabilité de la boucle, et c'est un cercle vertueux. Tout le monde est gagnant. Nos clients, les clients d'YAG sont gagnants parce qu'ils consomment moins. YAG est un peu plus serein parce que la boucle est stabilisée. Donc c'est vraiment dans l'ADN, et c'est une action qui se déroule et qui se déroulera tous les ans. C'est pas quelque chose de stabilisé. L'optimisation énergétique, on parlait de rajouter des panneaux photovoltaïques ou des éléments, mais c'est un sujet qui n'est pas à l'année N, chaque année, c'est un sujet. On a sur le site un éclairage parking qui est solaire. Donc on est complètement sécurisé là-dessus. C'était une vision, parce qu'on avait notre ancien éclairage parking qui était obsolète. Le choix, c'est quoi? Est-ce on ouvre tout, on nous retire des câbles et on rebranche? Non, c'est peut-être pertinent de mettre du solaire, moins d'énergie, moins coûteux au départ. Comme le site évolue, ça permet l'éclairage solaire, on le déplace selon l'évolution du site. Donc on est vraiment dans cette démarche. Je crois que la question elle est vraiment pertinente. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de quels sont les approvisionnements renouvelables. Si on monte d'un cran, quelles sont les actions d'efficacité pour justement réduire de manière technique ces consommations d'énergie. Puis si on monte un corps, la question serait mais quelles sont les actions de sobriété aussi pour éviter de consommer de l'énergie éventuellement. Voilà, on a des grands travaux sur le parc d'éclairage public aussi, justement, où on vise l'extinction à certaines heures de la nuit, au cœur de la nuit. Est-ce que c'est vrai qu'il est nécessaire d'éclairer nos villes comme de plein jour entre 1h et 5h du matin? C'est des questions qui se posent. Donc, ouais, alors c'est plus ta partie, mais il y a l'aspect pilotage du bâtiment et optimisation de la gestion des énergies. Je vois ce qu'on a dans notre bâtiment, c'est la gestion de l'éclairage qui s'éteint à partir d'une certaine heure, par contre qui se réactive si quelqu'un vient sur le site. De la même façon, alors là pour le coup ça concerne nos technologies, les bâtiments sont sous Wi-Fi avec un certain nombre de bornes, les bornes se désactivent quand elles ne sont pas utilisées au bout d'un certain temps, peuvent se réactiver automatiquement quand quelqu'un est détecté, il y a des systèmes de maillage comme ça. Et c'est juste pour illustrer, mais je dirais les bâtiments sont de plus en plus intelligents et amènent cette efficience énergétique. J'en ai parlé pour la partie data center qui est vraiment un sujet critique actuellement à l'échelle de la planète, mais je pense qu'on retrouve, et les technologies se croisent, puisque c'est de l'informatique qui gère cette intelligence pour optimiser la consommation énergétique. Chez LEM, c'est à peu près, la démarche a été la même. Un élément également qui a été structurant pour nous, c'est on a des étuves qui sont des chambres climatiques. On vient faire avec nos produits des cycles courts, mais qui viennent être consommer de l'énergie en chaud et en froid. Donc on a des boucles d'eau froide également dans le bâtiment à l'intérieur pour refroidir ces systèmes d'étuves pour justement économiser de l'énergie. Ensuite, les régulations, éclairage également sont des éléments qui sont prépondérants pour réduire cette consommation d'énergie. Un dernier mot, Bruno. Je me permets juste de rajouter sur la gestion du site. On essaie même de démarrer les monoblocs de ventilation en répartissant au niveau des différents bâtiments pour ne pas avoir l'appel de charge un seul moment sur cette boucle d'énergie, ce qui permet vraiment d'équilibrer. On est parfois à la demi-heure et on étale vraiment cela sur 1 heure, 1 heure et demie, de façon de ne pas avoir des pics qui amènent une surconsommation. C'est vraiment de lisser. Hélas, le temps imparti vient de s'écouler. J'ai mon collègue Denis qui me fait des grands signes en disant maintenant ça suffit. Je suis obligé de lui obéir. Mais en tout cas, je voulais vous remercier en tout cas pour ces échanges. J'invite vous toutes et tous à vous promener sur cette zone, aller manger chez Luigia, à défaut de vous faire inviter chez LEM ou chez HPE. Mais vous verrez par vous-même l'excellence de ce campus. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je me réjouis de continuer la collaboration avec vous à l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Merci.